Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Thierry, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast de l'éveil des consciences. Bonjour Thierry. Bonjour Evelyne. Alors bonjour aussi aux consciences qui s'éveillent, comme je l'ai dit. Alors ancien chirurgien devenu psychothérapeute, vous êtes écrivain et surtout fondateur aujourd'hui de l'école de la posture juste à Bruxelles. Donc vous avez aussi une approche spirituelle. Alors dites-moi si je ne me trompe pas. Non, c'est bon, c'est ça. Alors, ce qui vous anime, en tout cas moi, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai lu dans votre site de l'école de la posture juste, c'est que c'est important que nous prenions soin de la vie en nous et autour de nous. Donc, vous Mhm. plaidez aussi pour la médecine intégrative et dans votre livre intitulé La solution intérieure, vous accordez aussi une grande importance aux thérapies psychocorporelles et à la bioénergétique. Donc, je m'y suis intéressée. Ma première question serait de vous demander, Thierry, quel a été votre déclic, en tout cas, pour vous pencher, vous intéresser vers ces sujets-là? Ah, en fait, il y a deux réponses. La première, c'est que enfant, j'étais déjà attiré par tout ça, par l'humain, par la diversité de l'humain, par la diversité des cultures, à la fois sur la planète, mais dans le temps, j'étais passionné par les cultures antiques et je me rendais bien compte qu'il y avait des valeurs, des façons de se voir et de voir le monde qui étaient peut-être plus justes que celles que nous avons aujourd'hui. Et Mmh. donc, c'était vraiment, ça m'habitait depuis tout petit. Et puis, j'ai entamé des études de médecine qui m'ont, je dois bien le dire, éloigné de tout ça, parce que j'ai voulu rentrer dans le moule où on me demandait de rentrer avec une certaine vision du monde, une certaine vision de l'être humain, une vision très morcelée, très mécaniste et très froide, peu vivante finalement. Et puis, c'est seulement à l'occasion d'une crise personnelle Mmh. euh, que tout d'un coup, tout ça a volé en éclats, que je suis revenu vers moi et je me suis dit non, j'ai plus envie de fonctionner de cette manière-là. Alors, j'ai pas quitté le monde hospitalier puisque je pratiquais la chirurgie. Je ne Mmh. l'ai pas quitté parce que je ne voulais plus pratiquer la chirurgie. Je l'ai quitté parce que je ne voulais plus pratiquer la chirurgie comme je le faisais, c'est-à-dire avec un stress, avec un impératif de rentabilité, de performance, et tout ça, des combats d'ego au sein de l'institution, tout ça. J'étais pris dedans et je ne savais pas comment faire pour en sortir. Et cette crise personnelle m'a obligé à trouver une réponse, et ma réponse était d'en sortir. Et alors, toutes mes passions de jeunesse sont revenues, tout cet intérêt pour la diversité culturelle, pour d'autres façons de soigner, du coup, a fait que voilà, ça, tout s'est réouvert. Et puis, j'ai fait le chemin qui a été le mien depuis. Hein, ça fait maintenant plus de 20 ans. Ah oui, effectivement, ça fait son petit bout de chemin. Et qu'est-ce qui vous a justement, attiré en tout cas je sais que dans votre école, vous accordez cette importance justement à ces thérapies aussi psychocorporelles, donc qui ne sont pas justement dans la médecine traditionnelle, qui ne sont pas, forcément mises en valeur. Alors en quoi ces thérapies peuvent vraiment aider l'individu à se sentir mieux? Ah, mais les thérapies psychocorporelles, en fait, c'est vrai qu'elles n'ont pas eu une grande popularité, en particulier en France ou dans des pays francophones, alors qu'elles en avaient une plus importante en Amérique du Sud ou Mmh. dans des pays anglophones. Mais ces thérapies ne sont pas issues de rien. Elles Mmh. sont le résultat d'une longue histoire qui, de manière récente, je dirais, remonte à Sigmund Freud. Quand Freud a voulu aborder tout l'aspect psychologique d'un point de vue qu'il considérait scientifique, il a analysé la psyché, il l'a coupé en petits morceaux, puisque c'est la façon dont on fait en Occident, on coupe tout en petits morceaux. Et Mmh. puis, il avait des élèves qui lui disaient qu'il y avait peut-être une autre manière de faire. Et il avait deux élèves, il avait Jung, Carl Gustav Jung, qui lui disait qu'il ne fallait pas simplement s'intéresser à la névrose de l'être humain, mais regarder aussi tout l'aspect plus profond, plus spirituel, hein, l'éveil de conscience de l'être humain. Et puis, il y avait Wilhelm Reich,
autre élève de Freud, qui lui disait que c'était bien beau de parler du corps, de le penser, mais qu'il fallait le vivre et que toute la vie psychologique, toute la vie psychique était inscrite dans le corps, que chacune de nos émotions et des pensées qui les accompagnent s'inscrivent dans des postures. Et puis, quand ces postures finissent par s'imprimer profondément en nous, ça change même la structure du corps. Et donc de là est venue cette idée d'un lien psychocorporel. Hein. Aujourd'hui, je trouve que c'est encore un propos très dualiste, très réductif, qui coupe en morceaux, comme s'il y avait le psychologique d'un côté et le corporel de l'autre. Alors que ma vision, c'est une vision unifiée. On est un être qui a plusieurs dimensions. On a une dimension de la pensée, une dimension des émotions, une dimension des réactions corporelles. Et tout ça ne forme qu'une chose. Et donc, fatalement, quand, en quittant l'hôpital, en quittant la chirurgie, je me suis réouvert à toutes ces intuitions que des peuples plus anciens avaient. Hein, dans la médecine hippocratique, on avait cette vision-là. Dans la médecine ayurvédique, on avait cette vision-là. Dans la médecine traditionnelle chinoise, on a toujours cette vision-là. Et donc, en retrouvant cette intuition-là de l'unité de l'être, de l'indivisibilité de l'être, inévitablement, je me suis intéressé aux thérapies psychocorporelles, puisqu'elles unifiaient ces différentes dimensions. Et c'est merveilleux, parce que on voit des gens traîner dans des thérapies uniquement mentales, hein, à essayer de changer leur façon de penser, à se rendre compte d'où viennent leurs blessures, dans leur histoire, etc. Mais au final, c'est très lent et ça ne change pas forcément en profondeur. Tout simplement parce qu'on travaille dans les couches superficielles du cerveau, dans le cortex, la pensée, le discours, tout le langage que nous avons, nous, humains. Mais nous avons des couches plus profondes dans le cerveau, ce cerveau émotionnel, et puis surtout ce cerveau qu'on dit reptilien, instinctif, où il y a tous ces mécanismes de survie automatique qui sont inscrits. Et les thérapies psychocorporelles, en nous faisant vivre les choses dans le corps, en prenant conscience de ce qui est vécu psychologiquement à travers l'émotion manifestée dans le corps, elles reprogramment le cerveau reptilien. Elles nous permettent de sortir de certains conditionnements et donc vraiment d'avancer beaucoup plus vite, je dirais, et surtout, parce que le but n'est pas forcément d'aller vite, mais plus profond. Et donc, je suis effectivement un fervent défenseur des approches psychocorporelles. Alors, il y a toute la lignée de Wilhelm Reich qui a débouché, ceci dit en passant, ça a débouché sur la révolution sexuelle, à savoir que c'est Reich qui, avec d'autres penseurs, d'autres chercheurs, a amené cette idée qu'il fallait libérer les corps. Et dans la contre-culture américaine des années 50-60, il y a eu cette émergence de la libération de la sexualité, qui n'est pas forcément très libérée quand je vois les conditionnements qu'on a encore par rapport à la sexualité. Mais en attendant, il y avait se rappeler que nous sommes un être d'énergie, que nous avons une force de vie en nous et qu'il faut la libérer. Et la sexualité est un des lieux où on la libère. Donc, on doit à Reich, en tout cas, c'est d'avoir participé à cette émancipation. Et puis, il y a eu un de ses élèves, Alexander Lowen, qui était médecin, avec aussi John Pierrakos, qui ont continué à travailler ce qu'on a appelé l'analyse bioénergétique. Alors, bioénergétique, c'est un mot un peu, hein, qui est d'ailleurs utilisé à toutes les sauces par des gens qui ne font pas forcément cette analyse bioénergétique. Analyse, pourquoi? Parce que John Pierrakos, Alexander Lowen, ils voulaient dire aux psychanalystes, ben nous faisons aussi une analyse, hein, il n'y a pas que vous qui faisiez de l'analyse de la psyché, mais nous la vivons au niveau de l'énergie de vie, la bioénergie, l'énergie de vie. Et donc, à travers non seulement une prise de conscience du corps, une libération du corps, des exercices respiratoires, des décharges émotionnelles qui sont accueillies, qui ne sont pas réprimées, et puis une verbalisation, mettre des mots sur tout ça, il y a tout un travail qui peut se faire et qui est puissant. C'est très riche d'informations, mais aussi, je pense notamment aux nœuds, enfin, je vais vulgariser ça, mais les nœuds énergétiques aussi, parce que des fois, on sent bien que dans le corps,
on cumule un tas de stress, de trauma et en fait, on sent bien des fois que c'est là. Mais, enfin, par exemple, ça m'est arrivé, ça nous est certainement tous arrivé, mais il faut déjà avoir une certaine conscience de son corps, de son propre corps et comment justement réussir à être à l'écoute de son corps. Et est-ce qu'il y a des outils ou comment on pourrait déjà apprendre à mieux se connaître, Oui, se sentir? il y a certainement des outils et ils ne sont pas si faciles à réintroduire dans notre culture. Parce qu'on a une culture qui, depuis la Grèce ancienne en tout cas, a vraiment séparé le corps on dit de l'esprit, je préfère dire du mental, Oui. hein, de la pensée. Parce que le mot esprit, en français, est souvent utilisé pour parler du mental, le mind des anglo-saxons, Mmh. mais l'esprit, c'est plus que ça. C'est, dans mon La propos, en tout cas, la c'est la conscience. conscience. Ouais. Voilà. Et le mental, c'est le mind, c'est la pensée, c'est tous les processus cognitifs. Et effectivement, ils sont tout à fait en lien avec l'activité du corps et l'activité du corps les influence totalement également. Donc, nous sommes cet individu indivisible, mais dans notre culture, on a tellement coupé en morceaux qu'on a oublié que nous n'avions pas un corps, mais nous étions un corps. Parce qu'on a tendance à dire j'ai un corps, je dois faire. Et alors, quand on se réintéresse au corps et qu'on veut revivre plus en lien avec cette dimension corporelle, ben on voit des dérives comme, excusez-moi, mais les salles de sport, où vous voyez des gens qui se font mal pour donner une forme à leur corps, pour gonfler certains muscles, etc. Mais ils n'écoutent pas ce corps, parce que ce corps ne veut pas ça. On n'a pas besoin de se faire mal, on n'a pas besoin d'avoir des muscles hyper gonflés, il suffit d'avoir des muscles toniques. Mais donc, il y a toute une volonté encore de dominer mon corps, Mmh. alors que je suis ce corps. Donc, quelque part, je me fais mal à moi-même en voulant dominer, en voulant faire mal à ce corps. C'est absurde. Mmh. Et c'est dire si c'est profondément, profondément ancré dans notre culture, cette idée que nous avons un corps et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Alors que ce n'est pas ça du tout. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas si simple à faire comprendre, mais il s'agit d'être à l'écoute du corps, Mmh. d'entendre ses signaux, d'entendre ses douleurs. La douleur n'est pas un signal qui surgit par hasard. Elle demande qu'on se repose, qu'elle demande qu'on prenne soin d'une zone qui a été abîmée ou surchargée. Donc, c'est vraiment une intimité avec soi que l'on va recréer. Et il est vrai qu'il y a des approches qui Mmh. viennent d'autres cultures qui peuvent nous y aider. Par exemple, le yoga Oui. ou le qigong, le yoga en Inde qui vient de yug, yug qui Mmh. est une racine sanscrite qui a donné en français joindre ou le joug. Ça, Ah. ça veut dire réunir. Le yoga réunit toutes les dimensions de l'être, physique, émotionnel, intellectuel et spirituel. Et il réunit les êtres humains ensemble pour former l'humanité et il réunit l'humanité à son environnement pour former le monde. C'est toute une philosophie de vie qui ne se limite pas simplement à des petits exercices. Alors, bien sûr, c'est important de faire ces exercices, mais il y a aussi comment va-t-on les faire. De nouveau, si on fait le yoga comme une performance pour dominer son corps, on est passé à côté de ce que ça pouvait nous apporter profondément. Par contre, si on fait le yoga en prenant conscience que à travers ces postures, on va détendre le Mmh. corps, le délier, on va sentir les zones qu'il faut commencer à prendre soin, à respirer dedans pour favoriser leur détente. Alors, on a fait tout le travail qui est proposé de Mmh. refaire notre indivisibilité. Très bien. Alors, j'ai aussi une question, c'est ce qui me vient, c'est vraiment le mot spiritualité, parce que c'est un mot que vous évoquez souvent. Qu'est-ce que c'est selon vous la spiritualité? Comment l'intégrer dans notre vie? Ah oui, mais déjà, spiritualité, il y a spiritus. Spiritus, en latin, le souffle, l'esprit. Et je l'ai dit là tout à l'heure, pas l'esprit mental, la pensée, mais l'esprit, la conscience. Et donc Mmh. la spiritualité, c'est vraiment une science, quelque part, de la conscience. C'est une profonde compréhension de l'esprit des êtres et des choses, Mmh. c'est-à-dire de la conscience des êtres et des choses. C'est une dimension qui inclut toutes les autres quelque part.
puisque dans la conscience, nous avons tous les phénomènes physiques, corporels, tous les phénomènes émotionnels, tous les phénomènes intellectuels, tout est dans la conscience. Celui qui a déjà médité peut comprendre cela, parce que pendant qu'on médite, la première étape, c'est d'apaiser le mental, c'est de faire que le mental n'est pas trop actif, pas trop bavard. Pour faire ça, il suffit de réguler son attention, par exemple, sur la respiration. Et en régulant l'attention sur la respiration ou sur la récitation d'un mantra ou d'un chapelet, peu importe la focalisation qu'on fera pour que l'attention se régule dans le présent, le mental va s'apaiser. Et alors, à ce moment-là, la conscience peut s'éveiller. Et la conscience, elle ne pense pas, elle ne bavarde pas. La conscience, elle constate, tout simplement. Elle est présence au monde, elle est accueil du monde comme il est, elle est donc acceptation du monde tel qu'il est, elle est amour, sans condition. Et c'est ce que nous racontent toutes les spiritualités. C'est que quand l'esprit s'éveille en nous, le divin, vous l'appelez comme vous voulez, et quand ça s'éveille en nous, tout d'un coup, nous devenons pleinement présents au monde, aimants du monde. Nous avons cet amour qui se manifeste, et cet amour qui fait des liens sains, qui fait de la vie en nous et autour de nous. Donc la spiritualité, pour moi, c'est ça, c'est la compréhension de l'esprit des êtres et des choses, et ça demande de quitter le monde du mental pour rentrer dans le monde de la constatation, de l'éveil de la conscience. De juste regarder, juste être là. Être observateur. Mais plus que observateur, parce que l'observateur, c'est encore celui qui, c'est d'ailleurs une des capacités du mental, d'observer, qui porte son attention sur certaines choses, mais la conscience, elle n'a même pas besoin d'observer, elle est là, elle constate, elle se laisse imprimer par ce qui est. Vous voyez, par exemple, au moment où je vous parle, puisque en parlant, j'ai votre visage j'ai ton visage sur l'écran de l'ordinateur, eh bien, je pourrais être dans l'observation et dire, tiens, elle a des jolies boucles d'oreilles, tiens, quand elle parle, elle a les yeux qui clignent, oh tiens, bon, c'est un effort de mon mental. Mais alors, je suis déjà, en activant mon mental, en train de penser, ah oui, cette boucle d'oreille me rappelle celle de ma grand-mère. Ah, mais quand elle fait telle chose avec son visage, telle expression, ça me rappelle une amie. Et je ne suis plus du tout présent. D'accord. Je suis déjà en train de penser à l'amie. Bon. Par contre, le mental. je peux être là et regarder et me laisser émerveiller. Et alors, oh, elle a des cheveux plutôt foncés. Oh, elle a des sourcils très bien dessinés. Oh, et je constate simplement, mais je n'ai aucun commentaire à faire. Je suis simplement là en train d'accueillir ce qui est. C'est une toute autre présence au monde, c'est une toute autre démarche en existence. C'est vrai que c'est complètement différent. C'est vraiment juste accueillir, en fait. Et même, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, sur le plan émotionnel, des fois, est-ce que justement, en parlant de cet accueil, ça peut nous permettre peut-être de vivre les émotions, de sentir son humanité? Est-ce que vraiment cet accueil est intéressant aussi, justement, avec les émotions? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la conscience, elle englobe tout, elle accueille tout. Elle accueille bien sûr nos sensations corporelles, mais elle accueille aussi les émotions qui d'ailleurs se manifestent dans le corps. Quand vous êtes en colère, vous sentez bien vos poings se crispent ou vos mâchoires se serrent. Il y a une manifestation physique de l'émotion. Hein. Et l'émotion, ça vient du latin émovere et mettre en mouvement. Donc l'émotion, elle contient l'énergie qui nous met en mouvement dans des gestes de retrait, d'attaque, d'embrassade, enfin, toutes sortes de choses. Mais c'est l'émotion qui nous met en mouvement. Et donc, d'être conscient, bien sûr, du corps, de ses sensations, mais aussi de l'émotion qui habite ce corps, qui met en mouvement ce corps, et des sentiments que cette émotion va générer. Parce qu'il ne faut pas confondre le sentiment et l'émotion. Il y a une émotion et puis il y a un sentiment qui repose sur l'interprétation que nous avons de l'émotion, sur les références que nous avons dans notre histoire par rapport à des émotions déjà vécues par le passé, les sentiments. Et ces sentiments vont alimenter une pensée. Et la conscience, elle peut juste constater tout ça. Elle constate que,
Par exemple, à l'instant où je vous parle, je sens ici dans mon corps une petite tension sur l'avant. Mhm. Oh, et je peux, si je suis dans la conscience, dire, oh tiens, j'ai une tension. Immédiatement, je sens que c'est parce que j'ai un petit stress. Mm. Oh, et je regarde mon stress. Oh, et immédiatement, je vois que c'est parce que je voudrais vraiment être très intelligible dans ce que je vous dis. Mm. Donc, je suis en train d'un petit peu pousser. Et que ça me rappelle des sentiments où, quand j'étais enfant, j'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas. Et je commence à voir, je Mm. vois. Et surtout, je peux, dans l'espace de la conscience, dans l'espace de l'esprit qui peut créer, c'est là où tout naît, tout disparaît, je peux décider que je ne me penche plus vers l'avant, que je reviens dans mon axe et que je vous parle ou que je te parle d'une façon beaucoup plus posée. Mhm. Ouais. C'est vraiment être présent, en fait. Être conscient, c'est être présent à ce qui est. Mm. Et vous parlez aussi dans votre bouquin justement du décodage alors richien, si je le prononce bien. Oui, le Voilà. oui, oui. Et je trouve ça très intéressant parce que vous parlez qu'en en fait, on a vraiment des postures différentes à force de ressentir des émotions. Et bien, au niveau corporel, ça se voit. C'est-à-dire que nous sommes marqués aussi par nos expériences et par la vie. C'est Est-ce que vous pouvez fascinant, hein? expliquer un peu? C'est ce que je disais. Freud, il disait ça, pas Freud, Wilhelm Reich disait ça à Sigmund Freud. Il disait, mais il faut se rendre compte que tout ce que nous vivons dans nos pensées et dans les émotions qui accompagnent ces pensées a une inscription corporelle. Mm. Quand je suis en colère, certaines zones de mon corps vont se tendre, vont se fermer. Quand je suis joyeux, d'autres zones vont se détendre. Il y a une vie du corps qui est en lien immédiat avec la pensée et les émotions. Et donc, effectivement, quand j'ai peur, par exemple, du contact, eh bien, je vais avoir tendance à me retirer, à Mhm. m'extraire, à m'enfuir éventuellement. Et ça va donner dans mon corps une espèce d'aspect en retrait, en fuite, même en absence. Je vais être carrément ailleurs, partir avec mes pensées ailleurs, parce que le contact avec l'environnement n'est pas très rassurant. Mm. Eh bien, on va appeler ça d'ailleurs, Reich va appeler ça une attitude schizoïde, de schizein en grec, qui veut dire couper. On se coupe. Hein. Mais le corps va être habité par ce mouvement d'éloignement, de retrait. Et il va même parfois se construire comme ça. Et alors, on va voir des gens qui sont très schizoïdes, comme on dit. Eh bien, ils ont un corps un peu élancé, un peu non habité, un peu évanescent, avec des grands yeux rêveurs. Et, oui, il flotte un petit peu. Et voilà. Mm. Et après, quand on est en contact et qu'on crée du lien, on peut avoir très peur de perdre le lien, parce qu'on a tous eu peur de perdre le lien quand le biberon s'est éloigné, qu'on avait faim, on a pleuré pour avoir le biberon. On a tous cette blessure-là qu'on Mm. appelle orale, parce que c'est au niveau de la bouche D'accord. que ça a commencé. Eh bien, quand on est dans cette blessure-là, on se sent vide et on s'effondre, les épaules tombent et on a comme ça un regard en demande. Eh bien, tout le corps va être pris dans cette posture. Vous le sentez, tu le sens parfois sans doute aussi quand tu es découragé, tu te sens seul, il y a ton Oui. corps qui s'affaisse, qui est en collapsus comme ça. Eh Mm. bien, ça c'est vraiment en lien avec notre peur qu'on n'ait pas les ressources à l'intérieur de nous et qu'on ait besoin d'un autre, mais comme l'autre n'est pas là, on se sent seul, abandonné, vide et on est un peu désespéré. Mais il y a des gens qui, à force de se comporter comme ça, se rendent pas compte que c'est le propre de la névrose, ils recréent exactement ce qui leur faisait peur. C'est-à-dire qu'ils vont tellement pomper l'air aux autres, tellement vouloir que les autres s'occupent d'eux, que les autres doivent un jour s'éloigner. Et Mm. donc, ils revivent la blessure, ils sont de nouveau abandonnés, ils se sentent de nouveau abandonnés, et ils ont de nouveau cet effondrement. Donc, ce qui va être important, c'est de se rendre compte que si ça perdure, ça Mhm. va finir par changer même la structure du corps. Et alors, vous voyez des personnes âgées, par exemple, qui ont les épaules qui tombent, elles sont comme effondrées, elles n'arrivent plus à se redresser, même leur colonne vertébrale est déformée, et elles sont comme ça dans cette posture. Mais si vous marchez pendant 10 minutes dans cette posture-là, je vous assure, vous n'allez pas bien, hein. Vous allez être Oui. dépressif. Hein. Dès que vous vous redressez, dès que vous vous sentez de nouveau rempli, il y a quelque chose qui change dans votre Oui. cerveau, vous vous sentez de nouveau
avec des ressources. Hein. Mais donc, c'est tout ce travail-là qu'effectivement, j'explique dans la posture juste parce que je me suis rendu compte que les 5 grandes peurs que Wilhelm Reich a décrites et qui sont apparues au cours de notre histoire, au cours de notre développement, la peur du contact hein, qui fait qu'on se coupe, la peur de perdre le lien qui fait qu'on s'effondre, qu'on demande l'aide des autres, la peur que si on exprime ce que l'on est, les autres vont partir, alors on se ferme, ça s'appelle le masochisme, et on ne dit plus nos besoins, on souffre à l'intérieur, ou alors le besoin de contrôler l'autre par la séduction, voire par l'agression, la culpabilisation, pour avoir le contrôle sur la relation, être sûr de ne pas perdre le lien. On appelle ça la psychopathie dans le langage de Wilhelm Reich. Et bien, toutes ces peurs, plus la peur de ne pas être adéquat et qu'on voit tout ça, donc on cache tout ça derrière une belle image toute lisse, on appelle ça la rigidité, eh bien toutes ces peurs, quand on y apporte les ajustements qui permettent d'en sortir, c'est-à-dire qu'au lieu de se couper, on s'ancre, on est vraiment en contact avec la réalité, qu'au lieu de s'effondrer, on se redresse et on se remplit, mais par soi-même, qu'au lieu de se fermer, de souffrir à l'intérieur parce qu'on ne dit plus sa vérité, qu'on n'exprime plus ses besoins, mais au contraire de s'ouvrir et de dire qui on est. Et puis au lieu de vouloir toujours se décentrer pour contrôler les autres par la séduction, l'agression, la culpabilisation, qu'on se recentre et qu'on fait confiance. Et qu'on puisse montrer toutes nos peurs et qu'on arrête d'être derrière une image toute lisse, un peu rigide, ça, et qu'on soit authentique. Hein, et bien, quand on adopte tous ces ajustements, on retrouve cette posture que j'ai appris moi dans les arts martiaux, que j'ai appris dans le qigong, que j'ai appris dans le yoga, cette posture de base qui est juste parce qu'elle est pleinement ajustée à la vie. On n'interfère pas avec la vie, on laisse la vie circuler et elle est accompagnée d'une grande détente parce que la vie connaît le chemin, mais encore faut-il être détendu pour la laisser nous le montrer. Oui, c'est ça, le plus difficile, le plus complexe. Mais donc vraiment, par exemple, si demain je ne suis pas bien, je suis triste, est-ce que le fait de rehausser les épaules, ça me permet justement d'adopter une bonne posture, une meilleure posture et ça va justement avoir une conséquence sur mon Bien cerveau? sûr, ça va changer dans le cerveau reptilien. Et je prends ici ce stylo bille parce que il y a des études qui ont montré que si vous prenez un crayon ou un stylo, vous le placez entre vos dents, en serrant très fort, vous faites ça pendant quelques minutes et Oui, vous avez de très bonne humeur. d'accord. Parce que le simple fait de créer cette espèce de sourire artificiel va avoir une répercussion sur votre cerveau, et en particulier sur ce cerveau reptilien. Il y a une information qui vous dit, mais en fait, je souris. Donc si je souris, c'est que j'ai aucune raison d'être de mauvaise humeur. Et je commence à avoir de la bonne humeur, tout simplement parce que j'ai des hormones qui sont sécrétées, de la dopamine, de la sérotonine, et tout ce que vous voulez, qui vient nous mettre de bonne humeur. Donc, non seulement l'humeur peut changer la posture, mais la posture peut changer l'humeur. Ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Et c'est pour ça que quand on voit quelqu'un s'effondrer, il faudrait lui dire non, ne t'effondre pas, parce que ça ne va rien arranger, tu vas t'effondrer de plus en plus, tu vas te sentir de plus en plus désespéré, de plus en plus seul et abandonné. Redresse-toi, remplis-toi de l'intérieur, respire, et quelque chose va changer. C'est encourageant, ça donne envie d'essayer d'adopter justement la posture juste. Alors, est-ce que Thierry, vous pensez, parce que vu la situation aussi actuelle, avec justement cette peur de couper le lien en fait avec les autres, enfin, on a été quand même baigné là depuis 2 ans dans quelque chose de très difficile. Est-ce que vous pensez que justement ça permet aussi aux gens, ça a permis un éveil de conscience? Je ne sais pas si on peut faire une généralité. Je ne crois pas que c'est le fait d'avoir été coupé ou confiné qui peut créer l'éveil de conscience. Il est sûr que pour certaines personnes qui étaient très agitées, qui étaient très dans l'action, dans le faire, et qui ne trouvaient pas de moyen d'arrêter leur vie effrénée, le fait qu'on leur demande de rester chez elles et que c'était comme une obligation, ça leur a donné une forme d'autorisation à lâcher. Donc ça, c'était pas mal en soi. Et ça leur a peut-être permis de commencer à avoir une vie intérieure plutôt que toujours une vie à l'extérieur. Une vie intérieure où là, effectivement, il y a un éveil de conscience qui
est plus favorisé. Mais je crois que ce qui est vraiment en train d'éveiller les consciences, c'est la caricature. Euh, vous savez, parce qu'on se vous voit, on se tutoie, Oui, c'est vrai. mais, On s'est mais plus tutoyé. moi j'ai même à tutoyer les gens, mais il faut qu'on me tutoie. Donc, tu sais que, en fait, le, 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 il y a deux visions du monde qui aujourd'hui sont en train de se confronter. Il y a une vision qui paraît la plus probable parce que, et c'est vrai que depuis 2000 ans, l'Occident est rentré dans une démarche de progrès. Hein. Auparavant, on avait des civilisations qui pérennisaient, des civilisations traditionnelles qui, par la tradition, ont répété un peu la même chose. L'Égypte ancienne, 3000 ans de répétition quelque part, mais quelle stabilité, quelle puissance. L'Inde védique, la Chine ancienne, c'était des grandes civilisations, mais traditionnelles. Il y a encore des peuples qui vivent comme ça aujourd'hui. Et puis, tout d'un coup, il y a les Grecs qui disent non, 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 on a un mental pour penser le monde, pour le dominer, et ça s'appelle le progrès. Okay. Donc, on est parti dans cette idée du progrès, et on a 2000 ans d'histoire où on a été vers le progrès, vers l'innovation qui a alimenté tout un système économique de production, de consommation, duquel on est prisonnier aujourd'hui parce que si on veut progresser, il faut continuer à produire, à faire consommer et on n'arrête jamais. Et on est piégé par le système économique. Maintenant, et financier qui est là derrière. Maintenant, dans cette vision du monde-là, le plus probable, c'est que toute cette technologie, toutes ces innovations vont nous amener non seulement à devoir vivre dans un monde global, mondialisé, une mondialisation, et un monde transhumaniste, voire post-humaniste, c'est-à-dire un monde dans lequel l'être humain se voit plus comme il se voyait auparavant, mais se voit presque comme une machine qui va pouvoir être augmentée par des appareils extérieurs, mais aussi par des implantations intérieures, des puces et tout ce que l'on veut. Il y a des gens qui rêvent de ça aujourd'hui. Hein, et c'est vrai que la technologie commence à nous montrer que c'est possible. Hein. Je ne sais pas si tu as vu la série Black Mirror, Oui, oui, oui. extraordinaire. Hein. On voit Oui. toutes ces innovations technologiques qui changent même notre Ouais. rapport à la sexualité. On pourrait avoir des rapports sexuels à distance, juste par l'imagination, qui sera créée dans le cerveau par des micropuces. Enfin, extraordinaire. Oui, oui, Et c'est... ça, c'est une vision du monde. Et puis, il y a d'autres gens qui disent, ah non, n'ayons pas une vision mondialiste et transhumaniste, mais ayons une vision beaucoup plus proche de ce que la vie nous demande, de rester proche de la nature, proche de l'essentiel, et soyons simplement humanistes. Allons chercher de meilleures qualités de l'être humain. On n'a pas besoin d'être augmenté par 36 appareils ou 36 puces, etc. Et ces deux visions sont en train de s'affronter. Et à l'occasion de la crise de la Covid, j'ai l'impression que c'est flagrant. Puisque pour répondre à la crise de la Covid, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le plus de mondialisation. Tout le monde doit faire partie sur la planète. Il y en a qui rêvent même d'un gouvernement mondial. Et on va dans plus de transhumanisme. On va nous traquer avec nos téléphones, des codes QR machin. On va bientôt avoir, on est vacciné, il faut absolument, donc, hein, on va fabriquer nous-mêmes la maladie pour être vacciné contre elle. Enfin, et on va jouer avec les gènes pour faire ça. Donc on rentre dans une vision totalement transhumaniste. Et puis à côté de ça, il y en a qui disent ah non, 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 on veut pas ça. Et plus la caricature transhumaniste et mondialiste va être importante, plus les consciences vont pouvoir s'éveiller et dire ah non, ça c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Ça s'éloigne trop de la vie. Mmh. Et bon, maintenant, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour qu'il y ait un nombre critique de conscience qui s'éveille et qui dit on ne veut pas ce projet transhumaniste et mondialiste, on veut revenir à vraiment prendre soin de la vie qui est en nous et autour de nous. D'accord. Et voilà, c'est un grand, et c'est tout, c'est déjà le même enjeu qui se manifeste dans l'opposition entre la médecine conventionnelle qui se veut de plus en plus technologique et la médecine plus traditionnelle, non conventionnelle, qui fait référence à des savoirs ancestraux comme la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, etc. Et on pourrait allier les deux, mais tomber dans la caricature où on est en train de se diriger,
fait que, inévitablement, ça devient très visible et les consciences s'éveillent et peut-être qu'elles feront alors le choix de créer un autre monde. Et Oui, c'est le futur qui paraît le plus probable sera peut-être pas le futur que nous aurons à subir. Car moi, mm, je ne nous souhaite pas d'être traités comme des robots ou comme dans Matrix, comme des oui, simples c'est en fait. personnes à qui on projette une illusion de la vie juste pour leur prendre leur énergie. Oui. Et c'est déjà ce qu'on fait quelque part. On nous trimballe sur Netflix et sur Facebook pour nous occuper, et pendant ce temps-là, on continue à piller la planète, on continue à créer des guerres pour des enjeux géopolitiques, on continue à polluer, on envoie des satellites autour de la planète, mais un jour on ne saura même plus en sortir de cette planète tellement il y aura des satellites qui nous empêcheront même de sortir d'ici, et on continue à imaginer que la vie sera meilleure sur Mars. Et Mm. on dépense des milliards pour aller un jour sur Mars. On est dans le délire. Pendant ce temps-là, nos océans sont pollués. Pendant ce temps-là, les êtres humains sont asphyxiés, ils sont pollués eux-mêmes, ils font des cancers en grand nombre, ils sont hyper fragiles. Regarde dans cette gestion de la Covid, comme on a de nouveau ces deux visions du monde qui se sont affrontées. Il y en a une qui dit on va vacciner et on va mettre les gens séparés, tout seuls chez eux, etc. Et l'autre qui dit non, il faut qu'on continue à vivre ensemble, mais on va avoir un meilleur terrain. Et donc, on va prendre des vitamines, on va bien s'alimenter, on va faire du sport, tout ce qu'on nous a interdit de faire. Et on Mm. nous a dit qu'avec le vaccin, pour apporter la solution, je n'ai pas dit qu'il n'en apportait pas, mais on nous dit qu'il n'y a que ça. Alors que si on nous avait distribué, même gratuitement, avec les milliards qu'ils ont injectés dans tout ça, on nous aurait distribué gratuitement de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc. Mhm. On aurait évité de nous faire trop peur avec un nombre de morts qui existait, mais qui n'était quand même pas non plus phénoménal. On aurait évité de nous matraquer avec des informations anxiogènes. La santé publique aurait été meilleure, parce que la Mhm. santé publique, ce n'est pas une crise sanitaire que nous avons, c'est une crise de santé publique, où on ne regarde pas tous les tenants. La santé psychique des gens. Les Mhm. gens sont dans un état psychique, mais dramatique pour l'instant. Donc, évidemment que leur système immunitaire n'est pas bon. Donc, évidemment que le premier virus qui passe, ben, il donne des complications. Donc, il y a tout ça qui se tient, mais dans la vision morcelée, mondialiste et transhumaniste du monde, on ne voit pas ça. On continue à penser tête À baissée. Et, penser, on, et alors, on imagine que c'est comme ça qu'on va sauver la planète, mais à force de vouloir des voitures électriques, à force de vouloir tout faire en ligne, dépenser de l'électricité pour alimenter nos téléphones portables, etc. Mais est-ce que vraiment on va sauver la planète? Moi, je crois qu'on mm. fait dépasser le problème. Mais alors, On ne comment fait on fait, dépasser le enfin, problème. concrètement, comment faire? Parce qu'on en a conscience, en tout cas, ceux qui en ont conscience, ils veulent agir justement pour œuvrer pour un monde meilleur. Et ma question, c'est comment faire? Parce que ça ne sert à rien non plus d'aller à l'encontre de quelque chose, enfin, Non, vraiment, parce que c'est il se faut, faire il du faut mal. pas perdre d'énergie à se battre contre quelque chose, mais se battre pour quelque chose, Mm. pour cette autre vision. Mais ça demande, je crois, une grande rigueur, une grande cohérence, et je me rends compte que je n'y arrive pas. Mm. Par exemple, nous nous parlons ici via Zoom, nous nous Oui. parlons via les technologies. Eh Oui. bien, si vraiment je voulais réalimenter un projet humaniste et essentiel, qui est loin de ce transhumanisme, etc., on ne devrait pas faire ce que nous faisons. On devrait dire, on se passe de tout ça. On revit simplement dans nos communautés, dans nos proximités, on cultive dans notre jardin et on vend à notre voisin. On arrête d'acheter des haricots qui viennent du Kenya. Ouais. Ça, Mais c'est c'est... le même principe. Nous nous parlons, nous, à des centaines Oui. de kilomètres de distance, Ouais. mais c'est la même chose. On échange de l'information, c'est bien joli, mais d'un autre côté, nous participons à continuer à créer ce monde qui repose sur quelque chose de uniquement technologique. Et donc, il va falloir avoir beaucoup de courage, et peut-être que nous ne l'aurons pas, Mm. mais peut-être que la nature va nous y forcer. Mm. Imagine par exemple que le parc de Yellowstone explose. C'est un grand volcan, le parc de Yellowstone, c'est une caldeira. Donc, on sait qu'il explose tous les X milliers d'années et que quand il explose, eh bien, la couche de cendres qui se répand dans l'atmosphère obscurcit la lumière pendant des mois et change complètement le climat, etc.
Et donc, c'est arrivé déjà plusieurs fois, on en a la preuve, donc ça pourrait encore arriver, ça devrait d'ailleurs encore arriver selon Mm. la périodicité, la cyclicité de l'activité de cet immense volcan du parc de Yellowstone. Mais imagine que ça se produise dans 3 jours Mm. et que tout d'un coup, il y a le nuage de poussière. Ben, toute cette gestion hyper technologique, c'est fini. Parce que pendant 3 mois, il n'y a plus une communication avec les satellites. Mm. Et hier soir, il y a eu une panne Oui, il y a sur eu une WhatsApp panne. et Oui, Instagram. Les Facebook. gens étaient perdus. Oui, oui, Comment on se parle? Comment et fascinant. oui. Donc, rendons-nous compte que c'est peut-être la nature qui va, à un moment donné, nous imposer un phénomène important, qui va nous ramener les pieds sur terre, nous faire revenir à l'essentiel et quitter nos rêves de toute puissance transhumaniste, mondialiste, etc. Mais je ne suis pas sûr que l'être humain lui-même, Mm. anticipativement, soit capable de sortir du piège dans lequel il est aujourd'hui. D'accord. Mais en tout cas, essayons d'œuvrer pour nous-mêmes déjà pour Ah oui, faire un ça travail commence sur en soi. soi et dans notre petite communauté, Oui. dans notre famille, avec nos amis, et d'arriver, et je crois personnellement, c'est même pas que je crois, je vois ça, mais après, je ne prétends pas être un devin, mais j'ai cette vision que le monde va ou aller vers un hypermondialisme et un transhumanisme où il va s'asphyxier, et ce sera la fin non seulement de la civilisation, mais sans doute de l'espèce humaine sur cette planète, Mhm. ou alors il va aller vers un retour à cet essentiel, et là, il va y avoir des petits villages qui vont se reformer, des Mm. petites communautés de proximité, où on va revivre en fonction de valeurs beaucoup plus proches de ce D'accord. que la vie nous demande, hein, Mm. et de ce que notre corps nous montre. Oui, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas continuer justement à enrichir et continuer dans ce système aussi où on est toujours dans le faire, on est toujours... Je viens de lire le livre de Monsieur Klaus Schwab, qui est le président fondateur du Forum économique de Davos. Et son livre, il l'a publié en juillet 2020. Ça s'appelle Covid-19, la grande réinitialisation. Et il dit qu'à l'occasion de cette pandémie, ça c'est formidable parce qu'on pourrait tout réinitialiser, créer une autre civilisation qui serait basée sur la technologie. Et il dit à un moment donné dans le livre, les gens vont comprendre qu'on n'a pas besoin de se voir en famille. On peut faire des réunions Zoom et se voir une fois par an. Le reste du temps, on peut tout faire par téléconférence et les gens vont comprendre que c'est beaucoup plus sécurisant au niveau des infections et que ça pollue moins la planète. Wow. Quand j'ai lu ça, Ah, je me suis dit, c'est juste pas possible. Sauf que, avant, on disait c'est de la science-fiction, mais aujourd'hui, depuis 2 ans que nous sommes dans cette crise de la Covid, c'est plus de la science-fiction. hmm. On nous a quand même demandé de rester chez nous à Noël, de ne pas nous réunir en trop grand nombre et de plutôt prendre un verre de champagne par Zoom interposé. Hmm. On y est. Et donc, il y a vraiment des gens qui pensent à un monde comme ça. Et puis, il y en a d'autres, j'en fais partie, qui se disent c'est pas là qu'est la solution. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse absolument connaître toute la solution. Il faut laisser émerger quelque chose. Mais je fais confiance à l'éveil des consciences qui devrait se rendre compte que c'est une utopie de croire qu'on va tout Hmm. régler par la technologie, par les téléconférences. Les gens vont tellement être mal de plus se réunir sur leur lieu de travail, de plus se disputer sur leur lieu de travail, de plus se cogner dans le métro, de plus avoir de Hmm. contact. Ils vont tellement être mal qu'à un moment donné, ils vont revenir, je pense, à plus de bon sens. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Espérons-le, Thierry. Bon, en tout cas, merci en tout cas pour cette interview. On va essayer déjà de lire tes livres. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont lire aussi ton dernier livre, qui est donc La posture juste. Donc, Oui, comment inventer un en tout monde cas, en harmonie avec soi, voilà. les autres planètes. Mais là, je prépare un autre livre, un petit Ah, livre qui, super. j'espère, va vraiment aider les gens à avancer dans cette crise, dans ces crises, et qui parlera de ce qu'on vient de dénoncer là. Super. Ben, en tout cas, merci beaucoup Thierry pour ce précieux échange et merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée. Au revoir Thierry.
Et merci à toi, Evelyne, pour tout ça. Et on continue. On Exactement. continue à arroser la graine qui nous paraît avoir le meilleur germe. Oui, on y croit.